France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum mercredi 10 avril. J'espère que tout va bien pour vous. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois à votre émission de liberté d'expression qui vous donne la parole. Oui, à vous du peuple de France et d'ailleurs. Vous avez la parole au quotidien sur France Maghreb 2. L'une des seules, allez, n'ayons pas peur de le dire, émission qui vous donne réellement la parole. Prenez-la et n'hésitez pas en tout cas en nous appelant notamment au 01 40 33 9000 pour vous accompagner aujourd'hui. Madame Faiza Ben Mohamed. Bonjour madame. Salut monsieur, bonjour Sofiane, bonjour Abdeslam, bonjour Christophe. Sofiane Lardalé, comment ça va Sofiane? Ça va Christophe, bonjour Faiza, bonjour Abdeslam, bonjour tout le monde. C'est Abdeslam Itaj, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous trois, donc avec les auditrices et auditeurs, ça va débattre, ça va échanger, ça va débattre, voilà, comme on le dit chaque jour. Alors la question du jour est à la une aujourd'hui. Cette révolution du sourire, cette révolution algérienne, oh combien elle est belle. Eh bien, est-ce qu'elle peut avoir un effet contagieux pour les pays arabes, hein? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Alors les Facebookers s'en sont donnés à cœur joie, ils ont beaucoup voté et ils nous disent oui à 62%. Sur Twitter, c'est un peu plus mollasson. Le grand forum FM2 et là vous êtes 53% à dire non. Voilà, donc on a les deux réponses sur les deux réseaux sociaux différents. Donc tiens Abdeslam, est-ce que ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février, rappelons-le sans une goutte de sang, avec plusieurs millions de personnes chaque vendredi et même chaque jour maintenant aujourd'hui, est-ce que ça peut avoir un effet contagieux pour les pays arabes, pour peut-être même les pays voisins? Alors, juste avant, Christophe, pour essayer de contextualiser la situation, souviens-toi que il y a quelques mois de ça, on parlait de la violence lors des événements des Gilets jaunes, oui. Et on se posait la question à savoir si la violence payait. Et je suis heureux aujourd'hui de voir le réel rapport de force, celui qui se fait dans la rue, cette révolution douce, qui se fait sans heurts, sans violence, et qui apporte des résultats, au point qu'on a un pouvoir qui était en place et qui a vacillé. On peut évoquer toutes ces étapes. La première, c'était d'abord le candidat Abdelaziz Bouteflika qui ne se présente plus. Ensuite, alors on parlait de l'article 102, l'état d'empêchement, et ensuite la démission du président. Donc, vous voyez bien là que les Algériens étaient déterminés, sans heurts et sans violence, à gagner ce combat. Ensuite, sur ta question, Christophe, tu demandes si justement cette révolution du sourire peut faire des émules dans les pays arabes, oui. Je dirais même les pays africains en général. Je pense que certaines personnes qui sont accrochées au fauteuil et accrochées au pouvoir de la pire des manières ont de quoi s'inquiéter, et l'Algérie encore une fois donne une leçon de courage politique, d'engagement, voilà, avec un résultat qui est quand même important. Mais il faut pas oublier que l'Algérie au plan international a quand même une réputation mondiale. C'est quand même d'abord la Mecque des révolutionnaires, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, absolument. Mandela était passé par là, et d'ailleurs à ce propos il avait dit de l'Algérie, l'Algérie a fait de moi un homme. Donc c'est pas rien. Ensuite, Che Guevara, Fidel Castro qui a porté le survêtement des Fennecs. Exactement. Et en fait, l'Algérie fait partie de ces pays non alignés qui justement étaient pour la révolution et la liberté des peuples. Donc cette position de l'Algérie mondiale, bien sûr qu'elle est identifiée et reconnue, surtout par les pays du tiers-monde, qui espèrent un nouvel avenir, et en regardant leurs voisins algériens, qui, n'oublions pas, qui est le plus grand pays d'Afrique, leurs voisins algériens qui ont réussi à sortir dans la rue pacifiquement et à renverser justement un pouvoir existant et qui est là depuis longtemps, et j'ai presque envie de dire depuis 62. Ça peut susciter débat, on pourra en parler, mais les Algériens, voilà, pacifiquement sont arrivés à des résultats, et la preuve qu'on peut éviter la violence et arriver à de très beaux résultats. Donc toi tu dis oui, hein, si j'ai bien compris. Sofiane? Moi, je dirais, pour le moment, la révolution algérienne n'a pas encore atteint ses objectifs. On va pas anticiper les choses. On a démis un président qui était là depuis 20 ans et qui voulait encore se présenter pour un 5e mandat. Oui. Maintenant, tous ceux qui ont participé à ce système sont pas encore partis. Aujourd'hui, celui qui est à la tête de l'État, c'est Ben Salah, c'est celui qui était derrière, qui est un enfant du système, qui est un enfant du bouteflikisme. Il a participé activement à la candidature au 5e mandat. Il est président du Sénat depuis des années.
Mais le combat le combat continue. Mais une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que le pacifisme qu'on a vu lors de ces manifestations, ça paye et ça va être reproduit dans pas mal. On a commencé à voir certains signaux. Au Soudan, on a vu au Soudan. Au Soudan, ils manifestent depuis des semaines et aujourd'hui ils ont compris que il faut demander au chef de l'état-major de s'allier avec le peuple, et ils sont en train de faire depuis 3 ou 4 jours des rassemblements au niveau du ministère de la Défense soudanaise afin de déloger Omar al-Bashir qui est là depuis 30 ans. On a vu quelques manifestations aussi au nord du Mali afin de demander à des troupes françaises de quitter le pays. On n'en parle pas dans les médias, mais il y a des manifestations assez nombreuses. Et après, c'est sûr et certain que les voisins ou certains pétromonarchies sont en train de trembler pour le moment, parce que ce que demande le peuple algérien en vérité, c'est d'être maître de son destin. C'est d'élire ses dirigeants, d'être dans un pays où la justice règne, où tout le monde est égaux. Le sens même de la démocratie. On le voit aujourd'hui, la démocratie telle qu'on la connaît à l'occidental, elle commence à vaciller, elle est en train d'être décriée par pas mal de ses concitoyens. Mais aujourd'hui, le demande de la justice et d'être libre ne peut que se généraliser dans pas mal de pays. Et je ne doute que beaucoup de gens aujourd'hui sont en attente de voir le résultat final. On a parlé du cas syrien et du cas libyen, on l'a évité. Maintenant, ils essayent un peu de véhiculer le cas égyptien, c'est-à-dire avec la prise du pouvoir de l'armée. Mais je suis certain et Gatsalak s'est exprimé d'ailleurs, on dira ce qu'il a dit tout à l'heure. On dira après, parce que c'est un bras de fer. Après, moi, je donnerai ma grille de lecture qui est un peu différente par rapport à certains, mais que le peuple aujourd'hui avec l'armée est en train de protéger le peuple, elle se met derrière le peuple, elle veut pas être un parti. Bref, après on en parlera. Exactement. Faiza, est-ce que finalement ce que dit Abdeslam et Sofiane au demeurant, c'est révolution oui, pacifisme oui, et en plus ça paye? Déjà, Sofiane et Abdeslam, ils disent pas la même chose. Moi, je pense que sur cette question-là, Sofiane a raison de le rappeler, la révolution algérienne, elle fait que commencer, elle n'est pas terminée. Ils ont mis un slogan Yetna Haouguer. Pour l'instant, il n'y a pas tout le monde qui est parti. Ils n'ont pas retiré le système. Comme il disait le jeune dans la vidéo, ils ont enlevé un pion pour mettre un autre pion. Et malheureusement, pour le moment, on ne peut pas vraiment savoir sur quoi ça va déboucher en tout cas. Après, est-ce que ça peut faire des émules? Évidemment qu'auprès de la jeunesse marocaine et tunisienne, faut pas se leurrer, on parle de ça là. Auprès de la jeunesse marocaine et tunisienne, ça donne. Oui, mais enfin, ça éclaboussera toujours les voisins en premier. Ça éclaboussera toujours les voisins et les pays frères, et pour l'instant au sein du Maghreb, ça reste le Maroc et la Tunisie qui en plus ont des aspirations depuis plusieurs années, qui en plus sont en proie à des mouvements protestataires, à des mouvements contestataires, qui veulent au sein même de la jeunesse de ces pays renverser les pouvoirs en place, ou en tout cas le réformer. C'est hyper compliqué. Après, moi je suis pas partisane du fait de dire il faut que ça s'étende aux autres partis. On sait comment ces pays ont réprimé les mouvements précédents. La Tunisie, certes, en 2011, ça a conduit à la chute du pouvoir de Ben Ali, ça a mis un nouveau pouvoir, un nouveau système en place. Mais est-ce que il est meilleur? Est-ce qu'aujourd'hui la Tunisie est plus stable? Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes Tunisiens vivent mieux, en tout cas dans leur quotidien et dans tout ce qui est dans leur vie concrète? C'est des vraies questions. Crois pas. Non, mais je crois pas. Et puis il y a toujours des problèmes d'insécurité en Tunisie. Il y a toujours des problèmes maintenant avec le tourisme. Le terrorisme fait encore des ravages sur place. Je crois pas que l'habitant lambda il vive mieux depuis que Ben Ali est parti. Certes, il y a le clan Trabelsi qui est tombé, les problèmes de corruption, tout ça d'accord, on sait. Mais est-ce que ça a eu des répercussions sur le Tunisien lambda qui vit dans sa campagne? Je suis pas sûre. Au Maroc, 2016. Mohsin Fikri qui tombe dans une benne à ordures, poussé ou pas poussé par un policier, en tout cas avec le concours d'un policier, il meurt. Ça lance en tout cas le début du Hirak marocain. On sait aujourd'hui à quoi ça a conduit. Il y a encore une semaine, les peines de prison, notamment de Nasser Zefzafi, leader du mouvement dans le Rif marocain, a été condamné à 20 ans de prison. La peine a été confirmée en appel.
20 ans de prison, c'est énorme pour une contestation comme ça. On muselle dans certains pays, et le Maroc, enfin, j'ai pas peur de le dire, hein, je suis d'origine rifène, je suis marocaine, et malheureusement, il y a vraiment un problème à laisser dans les pays maghrébins, dans les pays arabes, dans les pays musulmans même, dans leur globalité, à laisser émerger une forme de démocratie. Quand bien même on parle de démocratie, dans les faits, c'est pas toujours ce qu'on peut constater. Et malheureusement, j'ai bien peur que, même s'il y a de l'espoir, les Marocains, ils regardent peut-être avec beaucoup d'espoir ce que fait le peuple algérien et soutient. Même on a vu dans les stades des slogans algériens, dans les stades de Casablanca notamment. Oui. C'est de l'espoir, c'est une forme de solidarité. Mais est-ce que ça va arriver chez nous? Franchement, j'ai peur pour eux. Alors si j'ai à compléter juste. Oui, vas-y, je t'en prie, avant qu'on accueille Walid. Exact. Non, mais on parle du pacifisme du peuple, mais aussi les dirigeants algériens ont voulu que ça demeure ainsi. C'est quand on voit que la police n'a pas réprimé. L'armée en particulier, non? Surtout la police. Après l'armée, elle n'a pas encore agi, et tant mieux. Elle reste dans ses casernes, mais il y a juste des publications où il y a des déclarations du chef d'état-major, Gaïd Salah. Mais pour le moment, moi, ce que je dis, c'est que la répression n'y était pas. Le premier jour en Algérie, on a permis à ce que le peuple s'exprime. C'est vrai. Aussi, s'il y a cette intelligence des dirigeants dans les pays arabes, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou dans d'autres pays arabes, c'est que le peuple, il faut qu'on le laisse s'exprimer afin de ne pas internationaliser la contestation. On a bien vu que, par exemple, en Syrie, ça a commencé par une répression et après, on a vu la traîtrise de ces pseudo-opposants qui sont partis vers des pays qui sont loin d'être des démocraties, à l'image du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Ce que je veux dire, c'est que c'est mutuel. C'est le peuple qui a montré son pacifisme, mais aussi on a permis à ce que les gens s'expriment, et tant mieux, et j'espère qu'ils vont pas dévier dans ce sens. En fait, c'est que le mouvement contestataire, il a été appréhendé par les autorités, par les forces de l'ordre et par la classe politique de manière bienveillante. Tout à fait. En fait, même si au départ, dans les premiers jours, on savait pas trop, voilà, le peuple manifeste, on sait pas où ça va mener, on sait pas comment ça va se passer, on sait même pas c'est quoi vraiment la revendication, parce qu'on demande la chute de Bouteflika, mais et après quoi? Et en fait, petit à petit, tous les corps politiques qui voulaient se faire un parachute a rejoint le peuple finalement. Et donc, comme ça a été géré de manière bienveillante, le peuple a pu se révolter, a pu se faire entendre, a pu étendre ses revendications de manière complètement pacifique. Et c'est pour ça même qu'on parle maintenant de révolution du sourire. Je veux dire, le peuple algérien a géré cette révolution comme une fête, pas comme une révolution où on essaye on brûle pour se faire entendre, comme ça a été le cas, comme c'est maintenant souvent le cas ici en France. Je pense pas qu'il faut pas comparer avec la France. Non, c'est pas comparable, mais voilà. Abdeslam, il dit oui. Bon, bah alors, Abdeslam, avant qu'on accueille Walid sur France Maghreb 2, Abdeslam. Mais de part et d'autre, il y a un vent de colère, il y a une injustice sociale. Bah, elle est pas la même, quand même. Et c'est bien sûr, elle est pas la même, parce que les pays sont pas les mêmes. À des échelles différentes, ouais. Bien sûr. Mais, moi, j'entends la réserve de Faiza, justement, sur cet événement aujourd'hui que nous sommes tous en train de vivre. Oui. Mais moi, je suis peut-être trop optimiste, peut-être. C'est peut-être un défaut. Ah, moi, je suis optimiste. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, les Algériens ont choisi de décider de leur avenir. On ne sait pas vers quoi on va, mais en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas de démocratie parfaite. Beaucoup de gens en France vous diront qu'ils ne vivent pas dans une démocratie, alors qu'on est loin d'une dictature. Mais à l'identique, en Algérie, on peut prendre les journaux algériens. Il y a quand même une certaine liberté de parole. Dilemme. Dilemme par exemple, qui est toujours dans la satire, voilà. Je pense pas qu'il ait été dérangé. Dans certains pays, il pourrait pas s'exprimer. Mais absolument pas, absolument pas. Donc, elle existe quand même. Ensuite, ça serait naïf de penser qu'on se retrouverait demain avec une démocratie parfaite. Et tu sais, pour rester poli, la différence entre une dictature et une démocratie, la dictature c'est taisez-vous, et la démocratie c'est cause toujours. Ouais. Donc c'est pas mal. Walid est avec nous sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Salut Walid. Salut, bonjour à tous nos chroniqueurs. Salut bonjour, Walid, bonjour. Ben moi ce que je voulais dire déjà, la première chose c'est que ce qu'on espère déjà c'est que la révolution en Algérie aboutisse. Ouais. Parce que ça serait pour une fois la vraie indépendance depuis le colonisateur français, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on est toujours colonisé par la France, comme la majorité des pays africains, pour pas dire tous. Alors c'est intéressant ce que tu dis Walid, pardon de t'interrompre, mais Sofiane, je crois que Gaïd Salah a lancé un petit scud envers la France aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Je retiens pas exactement ce qu'il a dit, mais je sais qu'il a. Il a dit on a un problème avec avec certains pays qui ont une histoire à régler avec lesquels on a une longue histoire. Et en vérité, il parle d'une implication de certaines puissances étrangères. Et il a cité une deuxième phrase qui laisse penser que c'est la France, à savoir sans la nommer, historique. En fait. Voilà, il l'a pas nommé. Il l'a pas nommé. Oui. Walid, je t'en prie. Voilà, et ce que je voulais dire en plus, c'est que moi je pense que ça devrait pas s'étendre qu'aux pays arabes maghrébins, ça devrait s'étendre à toute l'Afrique. Toute l'Afrique, surtout ça. Et les Moyen-Orient aussi, non? Ce serait pas mal aussi en Arabie, tout ça par là. Oui, bien sûr, parce que pour moi, l'Afrique c'est un corps en fait, et l'Algérie c'est une partie de ce corps. Et je pense que tous les Africains devraient se révolter. Peut-être que ça sera pas de la même manière, et j'espère que ça se passera bien pour tous les Africains. Et ce qu'il faut, c'est qu'en fait l'Afrique devienne une puissance mondiale et qu'on puisse enfin se libérer de toutes ces colonies, de tous ces colonisateurs, pardon. Oui. Et pour aller dans le sens de Walid, aujourd'hui on commence à voir en place de la République, par exemple, certains militants africains. Ou bien même ce dimanche, il y avait des Soudanais qui sont venus avec les Algériens militer. C'est la même cause, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit comprendre que ce qui se passe en Algérie, c'est un procédé de libération qui suit les années 60. C'est-à-dire on a compris que la libération ne c'était pas vraiment avec le départ des Français, mais il fallait une libération économique, une culturelle et sociétale. En vérité, c'est ce combat qui est en train de mener le peuple algérien et auquel tous les peuples sahariens ou du Sahel ou africains le regardent avec bienveillance en vérité. Merci Walid en tout cas pour. Oui. Excusez-moi, j'utilise une chose. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Afrique, on vit tous la même chose. Tout à fait. On vit tous le cas de l'Algérie. Tout le monde s'échappe d'Afrique pour venir ici en Europe, pour essayer de survivre, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Donc, je pense alors que c'est des pays très très riches. C'est la cause africaine. Bah oui. Merci Walid et bon après-midi. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 évidemment pour venir échanger avec nous et répondre à cette question. Est-ce que ça peut avoir un effet contagieux cette histoire, cette révolution algérienne aux pays arabes, aux pays maghrébins, aux pays africains? Eh bien, on vous la pose cette question. Je rappelle que sur Facebook vous êtes 62% à penser que oui, ça peut évoluer. On va guetter ça. Et sur Twitter vous êtes plutôt de l'autre côté à non à 53%. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre avis, Abdeslam. Oui, moi je rebondis sur les propos de Walid et il a absolument raison lorsqu'il parle de l'Afrique. Aujourd'hui, la construction africaine est une nécessité. Il faut sortir du franc CFA. Il faut absolument que ces pays africains prennent leur indépendance. Et quoi de plus normal que d'avoir certains pays leaders sur l'Afrique, justement pour mettre en place une monnaie. D'abord, la monnaie initialement prévue, c'était la monnaie basée sur l'or, sur laquelle travaillait Kadhafi à l'époque. Bon, on connaît son triste sort. Mais les Africains et l'Afrique doivent absolument sortir de tout ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la construction européenne. Qu'est-ce qu'il en est de la construction africaine aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une grande question. On a aussi alors qui le prénom il m'a échappé. Mourad, merci Mourad, voilà. Merci de m'avoir soufflé. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb de Mourad. Oula, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a des travaux là? Ah oui, Mourad. Il y a le marteau piqueur là, je sais pas ce qui se passe du côté de chez Mourad. Hein, c'est quoi là? On t'empêche de parler, Mourad? Qu'est-ce qui se passe? Bon, non, on t'entend pas, Mourad. Rappelle-nous, 01 40 33 9000 juste au moment où il prend la parole. T'as la machine à travaux, comme quoi, hein, des fois. On rebondit quand on parle de l'Algérie. C'est ça, c'est ça. Boulot. Bon, dis-moi, comment analyser, Sofiane, ces grosses attaques qui surviennent depuis quelques jours vis-à-vis de l'armée, là? Ah, là, ça c'est un autre sujet, ouais. Mais pour aller dans le sens de Walid, excuse-moi Christophe, je reprends juste un tweet de Georges Malbruno. Oui. On n'est pas dans le complotisme ou voilà le truc. Il parle dans son tweet, que un confidentiel au Figaro nous apprend que les services de renseignement russes ont transmis le message suivant à leurs homologues français. On ne veut pas d'une ingérence française dans le choix du nouveau président algérien, selon un diplomate. Et les services français ont répondu oui, mais nous ne tiendrons pas compte. L'Algérie c'est trop important pour nous. Ajoute ce diplomate. Ça c'est Georges Malbruno. Voilà, mais pour dire qu'on n'est pas dans le complotisme, on voit pas vraiment le mal partout, etc. Mais cette ingérence, moi je l'ai dénoncé il y a quelques semaines sur des gens qui voulaient justement demander l'avis. Et les Algériens l'ont dénoncé dans la rue en Algérie, aussi. Complètement. Faiza. N'est-ce pas Faiza? Mais disons que oui. On t'a oublié alors. Les Algériens quand ils parlent, ils laissent pas le ça. En fait, la présence de la France en Afrique, elle est problématique dans tous les pays, même pas qu'en Algérie. C'est vrai. Et là, en Algérie, la France a tellement d'intérêt qu'il est évident
qu'elle peut pas laisser s'installer ou être nommé ou être élu un président qu'elle ne cautionnerait pas. C'est évident que la France aura toujours son mot à dire. Ce sera du off, évidemment. Ils vont continuer à nous pondre des communiqués du ministère des Affaires étrangères en disant on salue le peuple algérien pour son pacifisme, pour son mouvement, blablabla. Tout ça, c'est du blabla. Ça reste des postures de communication. Ce qui se passe en sous-main, c'est que la France a par le biais de l'Algérie obtient des ressources naturelles à des prix qui sont au ras des pâquerettes et qui permet à la France de faire des bénéfices de plusieurs milliards d'euros chaque année. Merci les accords d'Évian. Elle va pas cracher dessus. Après, la question de la présence africaine, il faut rappeler aussi que la France est engagée auprès du G5 Sahel, notamment au Mali, via l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, elle coûte 1 million d'euros à la France. Financée par l'Arabie Saoudite en partie. Par jour. Et financée par l'Arabie Saoudite, hein. Alors, oui, mais attends, c'est 100 millions d'euros l'Arabie Saoudite, 30 millions d'euros le Qatar, et le reste. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre là-bas? Ben, on sait pas. Justement, voilà. En fait, le problème, c'est que, et le reste est financé par l'Union européenne, bon, et dont la France. La France est très très active au sein de l'opération Barkhane. Pour quelles raisons? Alors oui, certes, il y a une façade qui s'appelle la lutte contre le terrorisme. Le G5 Sahel est destiné à venir à bout de AQMI et de toutes les factions terroristes qui sévissent, notamment sur la région du Sahel et plus précisément au Mali. C'est sûr que c'est un problème et tout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur ce plateau qui est capable d'affirmer avec certitude que c'est le seul intérêt, la seule optique des pays qui sont investis là-bas? Je suis désolée, l'Arabie Saoudite qui paye 100 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme, mais qui lutte déjà contre les discours terroristes qui sont sur leur territoire, au lieu d'aller s'occuper de ce qui se passe au Mali. C'est quand même assez dramatique d'aller investir des fonds comme ça s'il n'y a pas un intérêt qui est un intérêt occulte. Il y a d'autres choses. Et la France est investie dans la francophonie, l'Agence française de développement, elle finance des centaines d'écoles au sein de l'Afrique, elle l'a partout. Et encore le franc CFA. Tout ça, en fait, il y a une ingérence qu'on peut même pas. Moi, pour dire, on n'est pas dans l'anti-français primaire. En vérité, la France, elle doit revoir sa stratégie, à savoir gagnant-gagnant. Elle peut avoir des liens historiques, où il y a des liens historiques avec ces pays-là. On va pas le nier, avec la francophonie, etc. Ou bien des liens familiaux avec certaines familles qui bref. C'est juste pour dire que la France doit revoir sa politique et d'avoir du gagnant-gagnant. On n'est pas dans l'anti-français primaire, ils ont pas à travailler ici. Oussem est avec nous appelle de Dijon. Bienvenue sur France Maghreb 2. Oussem, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Oui, tu as raison de dire que c'est mes amis. La discussion, c'est intéressante. Moi, pour vous dire, j'étais guide de montagne au Maroc. Ouais. Et quand je suis arrivé en France, j'étais étonné parce que le français, il veut toujours nous voir comme une image à photographier et à ramener à montrer à ses enfants, lui dire, regarde, t'as vu mon fils où j'étais? C'est charmant, ils vivent toujours dans l'âge de pierre, quoi. Vous avez compris un petit peu ma... Il semble avoir compris, oui, absolument. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Alors, et ces gens-là, tant qu'on peut faire, ils vont jamais se mettre à la raison. Et ils sont des colonisateurs, des empires, et ils vivent sur le des deux autres. Ils vont toujours continuer à vivre sur les deux autres. Merci Oussem pour ce coup de gueule sur France Maghreb 2. On est de retour très vite avec vos appels au 01 40 33 9000 comme d'habitude de standard et pris d'assaut. Patience pour intervenir à l'antenne. Quoi qu'il arrive, on va essayer de faire la place à un maximum d'entre vous pour qu'on puisse échanger aussi et débattre. On s'interrogera tout à l'heure justement sur l'armée qui est vraiment sous le feu des critiques là depuis quelques jours maintenant, et aussi sur cette violence qui commence à apparaître, cette répression. On l'a vu encore ce matin à Alger, hier matin aussi. 01 40 33 9000, et on s'intéressera aussi à notre pays, à tous, qui est la France, et la trêve hivernale. On va en parler avec un témoignage à suivre sur France Maghreb 2, parce que la trêve hivernale c'est fini, les expulsions ont repris. Eh oui, Abdeslam, je sais que ça tient à cœur ça. Oui, absolument. Mais on en reparlera tout à l'heure, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et là, bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est le grand forum avec aujourd'hui Faiza Ben Mohamed, avec Sofiane Nardari et avec Monsieur Abdeslam Itache qui sont avec vous aujourd'hui jusque 18h, et on est en pleine question du jour aujourd'hui. Le sujet à la une aujourd'hui, donc, est-ce que la révolution algérienne peut-elle avoir un effet de contagion sur les pays arabes? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 et en
en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Je vous propose d'accueillir Chérif qui est avec nous, il nous appelle de Francanville dans les Yvelines, c'est ça? Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, pardon, c'est pas Il n'y a aucun souci. Déjà, bonjour à tous. Bonjour Chérif. Alors, moi, pour répondre à la question que vous posez, alors moi, comme tout le monde, en tant que franco-algérien, on est toujours content de voir ces mouvements populaires a priori spontanés ou des revendications qui sont complètement légitimes au vu de la situation de vie des Algériens et la jeune population algérienne. Ouais. Néanmoins, moi, j'émets quand même de grosses réserves du fait que ils ont en face d'eux un gouvernement, une nomenclature qui est en place. Le pouvoir algérien, ils sont très très bien informés et renseignés de ce que fait sa population. D'ailleurs, on parlait des connivences entre le gouvernement algérien et la France. On sait très bien que les services secrets, les services de renseignement algériens sont formés en France. Ils ont des technologies très très bien rodées pour savoir crame ce qui se fait au sein de la population. Donc si il y a pu avoir ces manifestations, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils ont laissé faire justement ces manifestations. Et moi je pense que tout le monde le sait, il y a des conflits au sein de l'élite algérienne, c'est très clanique, il y a le clan Bouteflika, le clan de certains généraux. Et je pense qu'à mon avis, il y a un calcul qui a été fait justement pour pousser le clan Bouteflika, les éjecter. Donc on a laissé, à mon sens, la population algérienne exprimer ce ras-le-bol. Mais je pense que vraiment le noyau dur de ceux qui tiennent aujourd'hui l'Algérie, ils ne laisseront jamais faire. C'est-à-dire qu'ils iront au bout. Et on a vu ce que ça a donné par le passé. On a vu ce que ça a donné dans les autres pays arabes. Donc vous parliez de contagion. Moi, honnêtement, je suis vraiment inquiet parce que je suis très content de voir les Algériens avoir ce courage-là. Mais encore une fois, on sait qu'ils sont capables d'aller jusqu'où. Et on sait qu'ils sont prêts. On a vu ce qu'ils ont fait dans les années 90. C'est des mouvements qui sont plus ou moins similaires. Alors ok, aujourd'hui on est dans un monde qui est hyper connecté avec les réseaux sociaux, ce genre de choses. Voilà, on sait qu'ils sont capables de... Mais à votre avis, est-ce que j'ai une question à vous poser? Je vais dans votre sens, hein, mais voilà. Mais après, on va parler peut-être des années 90. Vous faites allusion en 92. C'est pas forcément mon propos, mais oui. Pour dire voilà que on a vu comment ça finissait très souvent. Et pour vous, le noyau dur aujourd'hui qui dirige l'Algérie, c'est qui? Bah justement, moi j'ai pas cette réponse, je peux pas vous dire exactement sur quelle antenne. Mais on sait quand même, je pense qu'il y a certains, il y a le bras militaire, il y a certains. Moi je vais vous donner ma grille de lecture et je sais pas ce que vous partagez ou pas. Moi je vois qu'aujourd'hui le peuple qui s'est révolté, il est protégé par l'armée. Et elle a bien exprimé l'armée avec les différents communiqués depuis cette semaine, comme quoi que elle et le peuple ont le même destin. Et qu'on sait personnellement, que l'armée n'est plus l'armée de 2001, ni l'armée de 92. Il n'y a plus les DAF, etc., les Nazar, les Gnezia, les Lamari, etc., ne sont plus là. C'est des jeunes généraux en général qui sont hyper formés, c'est des anciens ingénieurs ou architectes qui ont intégré l'armée. Bref. Et de l'autre camp, nous avons le camp les oligarques, ceux de l'argent sale qui se sont engouffrés depuis avec les 1000 milliards dont on a parlé, des investissements qui se sont vraiment presque évaporés vu le vol des gens comme Ali Haddad, les Tahkout et les Kouninef, etc. Vous avez ces gens-là, le clan dirigé par Saïd Bouteflika, et vous avez l'État profond représenté par les services de renseignement, une partie des renseignements avec le général Tartak et le général Toufir. Et si vous avez écouté le général-major là, il y a 2 semaines en vérité, il a fait allusion à une réunion du 27 mars qui regroupait certains hommes politiques. Après, je peux vous donner, il y a un intellectuel algérien qui intervient souvent sur France 24 en arabe. Je vais vous donner après le nom. Il a cité certains hommes politiques. Il a parlé de Ammar Roul, présent dans cette réunion, d'Ammar Ben Younes, qui fait partie des 4 qui ont présenté la candidature de Bouteflika, et de Général Tartak, et la présence des patrons de la service de renseignement français, avec Saïd Bouteflika. Il a parlé de ça. Maintenant, la lutte, à mon sens, on doit être derrière l'armée, ou bien être en avant, et l'armée, elle doit nous protéger. Maintenant, la population algérienne, elle n'est que dans dégager tous. On n'a pas à proposer. Ils n'ont pas encore proposé. Par exemple, quand vous dites les voleurs, mais demandez aussi la justice à ce qu'elle bouge. Alors maintenant, la population, elle est que dans le rejet en vérité. Elle ne propose pas. Oui, c'est compréhensible. En même temps, et encore une fois, c'est là où moi ça me fait peur, c'est-à-dire que des mouvements de masse comme ça,
Voilà, c'est encore une fois. Voilà, maintenant, ça fait 7 semaines. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça fait 7 semaines, on aurait pu faire des propositions politiques. Maintenant, on doit proposer. La population doit proposer. Elle n'est pas que dans le rejet. Et c'est pour vous dire aujourd'hui, dans ma grille de lecture, peuple armé d'un côté et camp clanique avec certaines puissances étrangères de l'autre côté. Écoutez, moi, c'est ce que je souhaite aussi. J'aimerais être optimiste et que votre grille de lecture se confirme. Hein. De toute façon, je pense que le peuple tout seul. Impossible. On va dire, encore une fois, faut définir ce qu'est le peuple, mais le peuple tout seul, je pense qu'il ne pourra pas aboutir à lui seul sans justement un appui. Bien sûr. Et si vous voyez, et si vous regardez certains médias, ou pas un appui extérieur, parce qu'on a vu cette semaine. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais c'est ça le jeu, c'est ça. Oui, excusez-moi. Ouais, c'est dans le si vous voyez les médias qui sont très hostiles par leur passé à l'Algérie, hein, quand on cite par exemple Al Jazeera avec ses journalistes comme Faisal Qasem, Hafid Raji, etc. Aujourd'hui, s'attaquent à l'armée. Pour quel intérêt? Pourquoi ils attaquent à l'armée? France 24, ils s'attaquent sur Gaït Salah. Pourquoi s'attaquer à l'armée? Il faut voir, maintenant ils essayent un peu de s'attaquer à cette alliance. Il y a un changement de stratégie ou de vision au sein de, on va dire, des cadres de cette nouvelle armée algérienne. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et pour vous dire que Gaït Salah n'est pas le maître à bord. Gaït Salah, le 23 février, il a déclaré comme quoi que s'il y a des mains étrangères, etc. Et dans les 10 minutes après, il y a eu une obligation de retirer cet extrait de l'APS, de l'agence de presse officielle. Ouais. Pour vous dire que c'est un haut comité, c'est pas Gaït Salah n'est que le porte-parole de ce haut comité militaire. Merci en tout cas, Chérif, pour votre appel. Merci Chérif. Et à très bientôt en tout cas, et merci pour cet échange avec Sofiane Lakhdari en direct sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Mais oui, mais tu as raison, Sofiane. Après effectivement le rejet, il faut aussi proposer parce que où ça peut mener. Il faut qu'on remette un peu de constitutionnalité dans tout cela, Abdeslam, non? Oui, complètement. Mais et là pour le coup, on est en train de respecter la Constitution là pour le coup. Oui, là pour le coup, on la respecte. Il faut plus jamais la violer la Constitution et que il faut revenir justement à ces deux mandats, cette limitation à 2 mandats et toutes ces choses qui permettraient justement de pouvoir réorganiser. Ensuite, moi, je voulais réagir par rapport au propos de Chérif qui parlait de cette génération spontanée, mais il y avait quand même des signes avant-coureurs depuis très longtemps. Il y a toujours eu ce rejet. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait du découragement. Aujourd'hui, il y a. Moi, je dirais plus de la résignation. Oui, mais quand on voit Christophe, si tu me permets, quand on voit la hagra et quand on voit la corruption. J'allais dire à une année, que l'on voit devant soi, que l'on se rend compte que pour aller chercher un acte de naissance, il faille connaître quelqu'un à la mairie pour avoir un acte de naissance. Quand on est demandeur de logement et qu'il faille graisser la patte à quelqu'un, je dis pas que ça n'existe pas en France, mais je dis seulement que lorsque l'on est citoyen algérien en Algérie et qu'on se rend compte que l'Algérie a eu son indépendance en 62, mais qu'on se rend compte que ça n'avance toujours pas, que l'on a des images de certains hommes au pouvoir qui ont des appartements à Paris, qui vivent très bien, qui vont se soigner en Suisse, et j'en passe. C'est quand même assez révoltant. Et tu vois, tout à l'heure je faisais le parallèle avec la France, mais tu remarqueras que c'est aussi de l'injustice sociale. La corruption qui existe aussi au Maroc, hein. Bien sûr. Et en France. Moi, pour résumer l'échec de ce pouvoir, en vérité, c'est que tu as des jeunes aujourd'hui de 20 ans qui n'aspirent qu'à partir. Ils n'ont ils ne voient aucun avenir. Ça a un peu changé quand même depuis le 22 février. Depuis le 22 février. Oui, tout à fait. Mais voilà, arriver à une chute considérable de départ. Voilà, cette hagra, il ne voit pas son avenir dans ce pays, qui après avoir fait des études ou pas, il n'aspire qu'à partir. Même pour avoir un diplôme, il veut que venir, etc. Laissez parler Faiza, s'il vous plaît. Merci. Faiza. Je vous écoute, vous discuter. Non, parce que si tu te t'imposes pas, ils vont pas te laisser parler, hein. Concernant les aspirations des jeunes, c'est évident que là en ce moment les jeunes Algériens ils ont envie de se mobiliser pour leur pays. Je pense pas que là il y a eu un pic de départ au moment d'une potentielle révolution, tout ça. Mais après, est-ce que c'est un phénomène qui va durer? Je crois pas. Il faut pas non plus penser que tout de suite avec l'élection d'un nouveau président, la mise en place d'un nouveau système, il y aura des répercussions immédiates sur le chômage des jeunes. On connaît, je veux dire, on est tous là ici autour de cette table, à part toi Christophe, originaire de pays du Maghreb. On sait à quel point je sais pas, tu sais, dans le fin fond
de mes origines. On sait que t'es éternellement lié à la Kabylie, on sait. Non, l'Algérie. Non, l'Algérie, Paysan. Ne commets pas cette erreur, attention. Je me bats contre ces gens-là, justement, hein. Attention. Bon. Écoute, il n'empêche que, peu importe le système en place, il y a un gros problème avec le chômage, la précarité dans ces pays-là, une jeunesse qui est laissée pour compte. On sait qu'il y a des fléaux, la drogue, les consommations enfin, voilà, on connaît ces problèmes-là. Oui, la drogue, elle est très présente au Maroc, notamment. Oui, mais pas au Maroc, c'est ça, avec le Maroc. Au Rif aussi, surtout au Rif. Là, tu lances des pipes. Et il va être thérapeutique, il va être légalisé, c'est déjà, ça va être. Non, mais il n'y a pas que ça. On sait très bien, il y a des drogues très nocives. Je veux dire, oui, bien sûr. On peut se promener dans les rues de Casablanca, voir des jeunes sniffer de la colle comme ça dans un sachet. Enfin, c'est de la décadence. C'est une jeunesse qui est perdue. C'est une jeunesse qui est oubliée par les politiques. Il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de politique d'insertion. Il n'y a rien pour ces jeunes-là, malheureusement. Et que ce soit le Maroc, l'Algérie ou on les forme et avec d'autres pays arabes, c'est difficile. Mourad, on l'a retrouvé, il nous appelle Damien, je pense qu'il n'y a plus de marteau-piqueur là. 17h passé, maintenant c'est fini les travaux. Bienvenue Mourad sur France Maghreb 2. Bon, moi je suis pas boutefleuquiste, hein. J'ai toujours milité pour une Algérie laïque et démocratique. On n'a pas réussi. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle a réussi ce que nous, on n'a pas réussi, et je l'en félicite. Maintenant, j'aimerais parler de la contagion au niveau des voisins. Oui. Je pense qu'ils ont beaucoup à s'inquiéter, hein, parce que dans les pays où le pouvoir est absolu, où on ne laisse pas exprimer le peuple, un jour ou un autre, on ne sait pas quand, hein, mais ça va éclater. Concernant l'armée, moi je vois deux armées. Il y a l'armée nationale populaire, qui est comment dire au service, c'est la défense nationale et l'intégrité nationale, l'intégrité du pays. Par contre, je donne mon point de vue personnel. Hein. Oui. Gaïd Salah, il a deux casquettes. La casquette qui était au service du régime, quand même, il a tout fait pour que Bouteflika. Il a été nommé par Bouteflika. Se présente au 5e mandat. Il a tout fait. Oui, c'est vrai. C'est sous la pression populaire qu'il a retourné sa veste. Oui, au bon moment. Maintenant, ce que je peux dire, Monsieur Gaïd Salah, pourquoi il insiste à appliquer l'article 102 de la Constitution et pas l'article 107 de la Constitution? Le peuple est souverain. L'article 7 et 8. 7 de la Constitution. Pourquoi c'est pas celui-là? Comment on appelle ça? Le président du Conseil constitutionnel, depuis 2002, il est là. Mourad, je suis, comment dire, j'ai honte de voir ce personnage, comment dire, être président par intérim de l'Algérie. Mourad, si j'ai une question à vous poser. Mourad. De force et de ressources. Mourad, il est parti là, il est à fond, Mourad. Mourad, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, l'armée ou Gaïd Salah applique aux demandes de l'application de l'article 7 et 8? C'est ça ce que je comprends, par vos mots. C'est-à-dire l'article 7. C'est-à-dire le peuple est souverain. Tout à fait. Voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que même en demandant l'activation de l'article 102 avec 20 millions d'habitants, 20 millions d'Algériens qui sont dans les rues, et on a critiqué l'armée parce qu'elle s'implique. Et d'autres vous disent que l'armée n'a pas à s'impliquer dans la politique. C'est ça le paradoxe aujourd'hui. Je dis que Gaïd Salah doit suivre le peuple. Voilà. Mais maintenant, beaucoup de critiques, vous allez voir dans les réseaux sociaux, comment dire, cette constitution qui a été violée plusieurs fois. À mon avis, c'est de la provocation. Non, mais aujourd'hui, on demande à l'armée de faire des choses et d'autres disent ne pas s'impliquer, c'est ça? Oui, mais c'est pour ça que c'est un cercle vicieux, là, cette histoire. Ben Salah, président, attendez, c'est de la provocation. Mais vous avez bien entendu les gens. La Constitution, elle est dehors. Ce sont ces 20 millions de personnes qui demandent à ce qu'il y ait une transition, mais pas avec les fidèles de Bouteflika. Si vous permettez, vous les avez entendus, les gens manifester à Alger et partout, à demander aux militaires justement de se rallier à la cause en leur offrant des fleurs. Vous l'avez vu tout ça? Vous l'avez vu, et vous ne pouvez pas reprocher derrière justement l'armée qui justement n'est pas passée à la violence et qui justement adhère à la volonté du peuple. Ça, vous pouvez pas le nier. C'est une certitude. Ensuite, moi, je tiens à vous rappeler juste une chose. C'est qu'au moment où il y a eu cette guerre civile, même si c'est pas le terme, et je le récuse quand même parce que
en Algérie, c'est quand même l'armée qui a maintenu l'Algérie à cette période-là justement où les gens étaient montés au maquis et on s'était retrouvé avec un tas d'atrocités. Il y a débat Non là-dessus. mais bien sûr, on peut discuter ça. Oui, oui. Mais c'est quand même l'armée qui a permis à l'Algérie justement de ne pas sombrer, ne pas devenir ce qui est devenu la Syrie quand même. Admettez-le. Je veux te dire par rapport au fils. Le fils, normalement, il était anticonstitutionnel autant Tout à que le fait. RCD. C'est au départ. C'est au départ. La démocratie. Pourquoi? Tout à fait. Parce que dans la constitution de Chadli, tout parti Non, politique... il n'y a pas de constitution de Chadli. Il n'y a qu'une constitution, c'est la constitution algérienne. Qui utilise la culture à des fins politiques. Il n'y a pas de constitution de Chadli. Et tout parti politique qui utilise l'islam à des fins personnelles, à des fins politiques, est anticonstitutionnel. Pourquoi on leur a donné l'agrément politique? Non mais on est tout à fait, on est d'accord. On a dit que ceux qui ont mis c'est la catastrophe. C'est pour empêcher les autres forces démocratiques, les socialistes, les communistes, les républicains, les démocrates d'arriver au pouvoir. Vous admettrez que c'était un piège. Voilà, moi je le partage à 200%. C'est-à-dire ce parti ne devait pas exister même au départ. C'est utiliser la religion à des fins politiques ne devait pas. Dans la constitution algérienne, c'est interdit. Tu n'utilises ni la religion, ni les des gens là. Non, mais on le dit. Aujourd'hui, ceux qui ont voulu que l'armée soit devant son peuple, on a autorisé un parti qui ne devait pas exister. Alors, il a remporté les élections. Après, on leur a interdit. Et on a mis l'armée face à ses responsabilités, malheureusement. Et on a vu la guerre civile. Aujourd'hui, on est en train de presque faire la même chose. Pousser au pourrissement, pousser à l'implication encore plus de l'armée. Et après, internationaliser le problème. Parce qu'aujourd'hui, si l'armée destitue Ben Salah, on va avoir des forces internationales qui vont vous dire vous êtes anticonstitutionnel, c'est un coup d'État. L'armée qui a suivi le peuple. C'est les 20 millions de personnes. Mais ça, c'est en Algérie, mais au niveau de l'extérieur. Pourquoi Ben Salah? Parce que c'est la constitution, Mourad. Mais Mourad, aujourd'hui, c'est ça l'armée, si elle destitue, parce qu'on voit aujourd'hui certains appeler l'armée à destituer Ben Salah. Mais si l'armée destitue Ben Salah, vous allez avoir peut-être l'ONU qui va vous dire vous êtes face à un putsch militaire, et voilà, maintenant on va s'ingérer, on aura une guerre politique qui va être enclenchée contre l'Algérie. Merci Mourad, merci parce qu'il faut qu'on avance et on va faire une petite parenthèse si vous le voulez bien, messieurs, dames. On va reparler de l'Algérie dans un instant et justement de cette attaque frontale menée face à l'armée. Et peut-être aussi se poser la question justement, est-ce qu'il faut suivre, comme le dit beaucoup d'ailleurs la Constitution, l'article 102, même si c'est un homme du système, Ben Salah, qui lui s'est engagé hier à en tout cas respecter ce à quoi il avait le droit, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est d'organiser les élections d'ici 90 jours, de démarrer une constituante et de rien faire d'autre. De toute façon, il peut pas se présenter. Voilà, il peut pas se présenter, il peut pas faire des décrets, il peut quasiment rien faire. Il peut pas changer la constitution. Donc voilà, il a quand même des prérogatives qui sont extrêmement limitées. Les affaires courantes, il balance les affaires. Mais toute la classe politique algérienne est contre des élections dans 3 mois. Bon, oui, ça va. On va se poser la question, est-ce que c'est possible au jour d'aujourd'hui que d'imaginer des élections dans 3 mois quand on sait que les partis d'opposition sont alors à l'agonie totale? Comment va-t-on faire? Je veux dire, voilà, c'est qui n'était pas au départ et qui aujourd'hui essaye de gérer ce. On se la posera dans un instant. Bah oui, il y a que des bonnes questions aussi. Bah, évidemment, c'est sur France Maghreb 2, c'est le grand forum. Excellent. On va parler de la trêve hivernale, messieurs dames, parce qu'on est le 10 avril et ma chère Faiza, depuis je crois le 1er avril, c'est ça? Les expulsions ont repris? Les expulsions ont repris. La trêve hivernale, elle était jusqu'à il y a quelques années jusqu'au 15 mars. Maintenant, elle existe jusqu'au 31 mars inclus. Donc, à partir du 1er avril, toutes les personnes qui avaient sur le dos une procédure d'expulsion pour X raisons redeviennent expulsables en dépit de leur situation, en dépit du fait qu'ils ont souvent pas de solution de relogement. Et après, j'ai souhaité aborder ce sujet parce que je suis beaucoup sollicitée ces dernières semaines par des personnes, notamment sur les réseaux sociaux ou même dans mon entourage. Qui sont confrontés à ce genre de problème et à qui on propose zéro solution, à qui on explique tout simplement qu'il faut qu'ils partent de leur logement, ils savent pas où est-ce qu'ils vont aller, souvent ils ont des enfants, souvent un travail ou pas de travail, c'est même pas la question, j'ai envie de dire. Après, moi j'habite dans un département qui est les Alpes-Maritimes où les taux de logements sociaux qui sont imposés par la loi ne sont pas respectés. Il y a une pénurie de logements, des logements qui coûtent extrêmement cher. Je crois qu'on est presque aligné avec les prix des loyers sur Paris intramuros, pour vous faire une idée.
c'est hyper compliqué de se loger. On n'offre rien du tout comme solution de repli. Alors quand on sait que il y a des dizaines de milliers d'appartements qui sont vides, notamment ici dans les Alpes-Maritimes, parce que ça reste un département hyper touristique et où il y a des logements qui sont occupés, voilà, soit que le mois de juillet dans l'année ou que le mois d'août. C'est vraiment rageant de voir qu'il y a des familles là qui vont se retrouver dehors, qui ont reçu déjà parfois la visite des gendarmes dès le 1er avril. Et c'était le cas donc de Naïma. Qui est avec nous, qu'on salue d'ailleurs. Bonsoir Naïma. Qui est en ligne. Oui, Bonsoir. voilà. Bonsoir. Elle est en ligne. Alors j'ai fait un article sur sa situation là il y a quelques jours sur le site de France Maghreb 2. www.francemaghreb2.fr. Parce que si vous voulez, elle a un peu la situation. J'ai pas envie de dire classique, mais malheureusement c'est la typologie familiale de la plupart des personnes qui sont expulsées. Souvent une maman seule. Naïma elle travaille, mais parfois les mamans ne travaillent pas parce qu'il faut s'occuper des enfants et qu'on peut pas tout faire des fois. Et Naïma elle a reçu la visite des gendarmes le 2 avril. Alors je vais la laisser raconter son histoire parce que c'est pas la mienne, donc elle l'expliquera mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser sur cette question du logement. Les préfectures, les bailleurs sociaux qui respectent pas leurs engagements, les préfets, ils ont un devoir de logement. Je veux dire, le droit au logement, il est inaliénable ici en France et il n'est pas respecté. Et c'est dramatique parce que à cause de ça, il y a des gosses qui vont se retrouver dehors. Naïma, racontez-nous votre histoire, s'il vous plaît. Alors oui, bonjour, je suis Naïma et j'habite sur la commune de Sospel et en fait, en mars 2018, je suis passée au tribunal et là, il y a une ordonnance du tribunal qui ordonne l'expulsion immédiate. Et en fait, moi, mon souci, c'est que j'étais déjà locataire d'un 2 pièces chez Côte d'Azur Habitat. Et en fait, j'ai dû avoir on m'avait proposé un 3 pièces et je suis rentrée illégalement dans les lieux parce qu'il a été attribué à une autre famille qui était déjà dans un 3 pièces. Donc moi, je suis restée dans le 3 pièces en espérant que ils me font un bail de location, mais au final, je me retrouve d'ici peu à la rue avec mes 2 enfants. C'est des situations dramatiques, Abdeslam. On va en parler dans un instant. Ne bougez pas, ma chère Naïma, amis auditrices, auditeurs. On va également poser 2-3 questions parce que c'est un sujet effectivement ô combien sensible et important et qui chaque année devient récurrent maintenant. Juste après la pause, tu nous donneras ton avis d'élu, Abdeslam, oui, parce que tu connais cette situation. Tu l'as vécu. Ah oui. Voilà. On en reparle dans un instant avec également vos appels au 01 40 33 9000. C'est le grand forum avec Faiza Ben Mohamed, Sofiane Nagdari, Abdeslam Itache et Naïma, donc qui est sous la menace. C'est pire que la menace d'ailleurs. Vous allez être expulsé dans quelques jours. Oui, voilà. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce mercredi. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, nous sommes le 10 avril. Et dans le grand forum avec Sofiane Nagdari, Faiza Ben Mohamed, Abdeslam Itache, et nous avons ouvert ce dossier ô combien sensible, ô combien récurrent, la trêve hivernale qui s'est terminée le 31 mars. Nous sommes en ligne avec Naïma qui nous a raconté brièvement son histoire du côté de la Côte d'Azur. Naïma qui va être expulsée dans quelques jours, ça lui a été signifié. Elle a reçu la visite des gendarmes le 2 avril dernier. Abdeslam, juste avant la pause, je te posais la question parce que toi t'es élu et donc directement concerné par ce sujet. Oui, alors ce sont des situations délicates que j'ai vécues pendant 5 ans parce que j'étais maire adjoint en charge des quartiers et pour le coup je faisais 2 permanences par semaine où je recevais pas mal de monde. Je limitais à 10 personnes vraiment pour traiter les dossiers en fond. Ouais. Et je peux dire que alors 95% c'était du logement. Très peu pour une place en crèche ou pour et en fait lorsqu'on reçoit les administrés qui nous exposent leur situation, d'abord c'est un moment très très dur parce qu'ils se mettent à nu. Ils vous racontent un petit peu leur situation, qui est quand même assez délicate. Mais à côté de ça, moi je me suis toujours imposé d'avoir un discours de vérité. Lorsqu'une personne vient et qu'elle commence à m'expliquer qu'elle est demandeuse de logement depuis 3, 4 ou 5 ans, et que je commence à poser des questions à savoir, est-ce que vous travaillez, est-ce que votre conjoint travaille, et qu'on me répond par la négative pour ces 2 questions-là, alors c'est très compliqué. C'est très compliqué, Christophe, parce qu'en fait, le logement social n'a de social que le nom. Et que malheureusement la réalité c'est que sur un logement on positionne toujours 3 dossiers et en fait les commissions se passent ainsi. On prend le premier dossier, on regarde, alors monsieur travaille, oui, non, madame travaille, oui, non, et si c'est non pour les 2, deuxième dossier, et il passe au deuxième dossier. Et en fait moi ce que je m'interdis de faire c'est de dire aux gens, écoutez, on va vous positionner sur 2 logements alors que je sais très bien que tous les 2 n'ont pas de revenus et que ça va être
très très compliqué. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est déjà retrouver le chemin du travail. Et du coup, moi je faisais appel à la régie de quartier, à différentes institutions pour permettre donc au couple, au moins des deux conjoints, d'avoir un bulletin de salaire et ensuite accompagner le projet. Mais le problème, Christophe, dans tout ça, c'est que les communes en fait ont en contingent ont 20% du contingent et la préfecture 30%. Et en fait, c'est très compliqué quand tu prends un immeuble, Christophe, de 100 logements, et ben tu dis que sur ces 100 logements, ben il y a que 20 logements où le maire et ses élus peuvent positionner quelqu'un. Il y en a combien qui bougent en fait sur les 20? Et ben t'en as 2, t'en as 3. Alors les F2 bougent très vite, les F3 un petit peu moins, les F4 jamais de la vie. Parce que les F4, les gens ne les quittent pas parce qu'ils veulent un F5. Et les F5, alors là, n'y compte même pas. Donc voilà la réalité. Et en fait, quand on a une famille avec des enfants, c'est très très compliqué de leur proposer un F4 ou un F5. Et il faut absolument... Alors, côté droit, il y a le DALO, le droit opposable au logement, où là, il faut saisir le préfet, et le préfet a le devoir de vous reloger. Et quand ça n'est pas fait selon un délai, on passe devant le juge, et le juge donc condamne le préfet à une astreinte, et donc la personne perçoit une indemnité le temps que le préfet puisse la positionner sur un logement. C'est vraiment compliqué. Naïma, quelle est votre situation à vous? Vous travaillez? Oui, je travaille. Je travaille. Et comme il a dit le monsieur, ça s'est exactement passé comme ça pour moi. Je suis passée en commission. Ouais. Et à la fin, j'ai su que c'était pas, il m'a pas été accordé le F3 que je demande depuis 5 ans. Ouais. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai fait le dossier d'allo comme il a dit le monsieur, mais je n'ai pas eu de réponse. Oui, donc ça c'est normal, c'est des délais qui peuvent aller qui sont très longs, hein, Deslam. Oui, c'est très très long, mais si vous voulez, on vous transmettra mon numéro, j'essaierai de vous donner quelques conseils pour frapper aux bonnes portes, pour essayer justement de solutionner votre problème. Là, aujourd'hui, concrètement, pour vous, Naïma, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être expulsé? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous avez de la famille chez qui vous réfugiez en attendant? Oui, j'ai ma mère, mais c'est pas une solution. Il y a déjà mon frère, il y a ma sœur. Et même pour les enfants, c'est pas une solution. Je veux qu'ils aient un toit. J'ai cherché, je trouve pas. Mon salaire, il me permet pas de louer en privé. C'est pas possible. Et les loyers sont mais c'est le principe du logement social. Hein. Mais ce qui va se poser, je me suis dirigée vers le CCAS de mon village qui a pas de solution pour moi. Et à chaque fois, c'est les mêmes réponses et je sais plus vers qui me tourner. Là aussi, Naïma, si vous permettez, là aussi, on va parler un petit peu politique. Mais les villes qui justement n'ont pas leur contingent, qui n'ont pas leurs 25% de logements sociaux, eh ben c'est eux qui nous mettent dans l'embarras. Parce que s'il y avait 25% dans toutes les villes, il y aurait beaucoup plus de logements. Ensuite, si vous permettez, moi personnellement, alors je vais prendre une phrase d'un leader politique que je ne partage pas, hormis sur ce propos-là. Moi, je suis pour une France de propriétaires. Et moi, je dis qu'il faut permettre aux uns et aux autres de pouvoir accéder à la propriété avec des prêts sociaux. Et permettre aux uns et aux autres de pouvoir être propriétaires de leur appartement. Quand on a des personnes âgées qui arrivent à la retraite et qui ont le minimum vieillesse et qui se retrouvent toujours locataires et qui se posent la question à savoir s'ils vont payer leur loyer ou s'ils vont manger, moi je trouve ça scandaleux. Vous voyez, donc de permettre aux gens, moi je suis sûr que si demain on vous proposait, Naïma, d'occuper un logement et de payer l'équivalent de votre loyer pendant 20 ans. C'est ce que je fais déjà au jour d'aujourd'hui, hein. On m'expulse mais je paye quand même le loyer. Oui, ce qui est incroyable quand même cette histoire. Vous sortez sans rien du tout. Non mais c'est incroyable quand même, Faiza. Elle paye son loyer, elle est expulsée quoi. Je pense que franchement il y a une machine administrative qui se met en route dans le traitement de certains dossiers qui est inhumaine, déshumanisante même. Tu vois, c'est une machine judiciaire. Voilà, ils s'en foutent en fait. Ils broient des vies. Tu vois, tout à l'heure tu évoques est-ce que tu as une solution de repli? Oui, alors voilà, demain elle est expulsée, elle va partir chez sa mère parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais vous vous rendez compte la décadence quoi, de retourner à 33 ans. Moi j'ai son âge, hein, j'ai 33 ans aussi. Enfin j'aurais pu quand j'ai divorcé par exemple, j'aurais pu me retrouver à partir chez mes parents, mais c'est horrible de retourner chez tes parents. Tu t'es échappé, t'as fait ta vie, tu retournes là-bas 10 ans plus tard avec les frères et sœurs et tout. Mais franchement c'est l'enfer, surtout avec des enfants. C'est pas une vie, c'est pas possible. Et sur la question du DALO, je suis désolée, mais il y a quand même une loi
qui permet aux préfectures de reloger en urgence. Là, on a affaire à une maman qui est toute seule avec 2 gamines. Non, c'est pas normal. Ça doit être dans les dossiers prioritaires. Et malheureusement, si jamais demain elle est hébergée par quelqu'un, eh ben son dossier sera plus prioritaire parce qu'en fait, elle sera pas à la rue. C'est ça, on va m'oublier. Voilà. Faiza, je vais peut-être passer un message anxiogène. Ce dossier est urgent. Je peux t'assurer qu'il y a des dossiers encore beaucoup plus urgents, mais beaucoup plus urgents. Je suis pas en train de faire un top 10, mais tu sais, moi j'ai déjà reçu une maman qui dormait dans sa voiture avec ses enfants. Ouais, je sais pas si. c'est sûr. Je fais toutes ces démarches pour pas en arriver là. Non, mais je vous le souhaite pas, Naïma. C'était pas mon propos. Non, ça serait non, parce que la fin pour moi là. Naïma, je vous le souhaite pas. Ce que je veux juste te dire, c'est que moi j'ai déjà des gens qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont dit, Monsieur Itache, je suis prioritaire. Et en fait, quand moi je leur dis, vous savez qui est prioritaire? Une maman qui dort dans sa voiture avec ses enfants, que j'ai reçue dernièrement. Bien sûr. Elle est prioritaire. Donc, vous savez, il faut toute proportion gardée, comprendre la détresse des uns et des autres. Mais vous êtes cette dame paye son loyer, elle occupe un appartement, elle est expulsée. Comment t'expliques ça? Il y a quand même les expulsions. Évidemment, il y a beaucoup de situations dont tu as fait allusion tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont des impayés incroyables et qui sont expulsés au même titre que Naïma, qui respecte et qui paye son loyer, qui est expulsée. Une mère de famille. Qui est une mère de famille. On est où là? Moi, je vous invite à saisir un avocat, d'assigner en justice le bailleur social, puisque vous payez votre loyer de manière convenable et normale, on n'a pas de raison. Vous n'avez pas de retard de loyer, vous savez, je vais même vous dire. Non, aucun. Je vais même vous dire. J'étais en prélèvement automatique. Non, mais c'est il n'y a jamais de rejet de prélèvement. Jamais de retard. Eh ben, vous êtes en votre droit. Je vais même aller plus loin. Je vais donner le conseil à certains locataires qui nous écoutent. Lorsque vous ne vous entendez pas avec votre bailleur social, vous savez, il y a une chose qui s'appelle la caisse des dépôts et consignations. Vous bloquez la somme à la caisse des dépôts et consignations. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir payé votre loyer parce que vous l'avez payé. La seule différence, c'est que vous avez bloqué cet argent à la caisse des dépôts et consignations. Et vous savez, quand on est 2 à le faire, ça va, mais quand on est 200 à bloquer des loyers à la caisse des dépôts et consignations, eh ben ça fait bouger les bailleurs sociaux. Moi, pendant longtemps, je me suis battu avec certains bailleurs sociaux, je leur ai tordu le bras parce qu'ils se conduisaient mais de la manière la plus honteuse avec certains locataires. Et d'ailleurs, ça m'a coûté ma place puisque par la suite, le maire m'a viré parce que il me reprochait de leur faire trop la misère. Donc c'est dire. Non, mais c'est vraiment très hallucinant cette histoire que nous raconte Naïma. Et ça mériterait qu'on s'y intéresse parce que le Grand Forum, évidemment, c'est l'émission qui écoute le peuple. On expose différentes problématiques et on parle politique principalement. Mais là, je pense qu'on a suffisamment de compétences au sein de cette équipe pour pouvoir aider Naïma. Oui. On a Faiza qui est sur place, évidemment, et qui relaie l'information en tant que journaliste. On a Abdeslam, effectivement, qui est concerné, qui est élu et qui connaît un petit peu les différentes problématiques. On a une avocate au sein du LGF. On va lui soumettre le dossier. On va vous aider, Naïma, parce que c'est juste pas possible d'accepter d'entendre à la radio à une heure de grande écoute. Tout le monde et à chaque fois on me ferme les portes. Donc je sais vraiment plus vers qui me tourner. J'ai lancé une pétition sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que voilà. Dites-nous les réseaux sociaux pour qu'on puisse, les auditeurs qui nous écoutent puissent aller la signer là, votre pétition. Elle est sur notre site, sur France Maghreb, je l'ai mis dans. Ah bah très bien, elle est sur, très bien. FranceMaghreb2.fr, vous pouvez la retrouver. Et s'il vous plaît, messieurs dames, vous qui êtes dans votre voiture, qui vous apprêtez à rentrer chez vous, vous allez avoir un toit ce soir. Vous allez avoir de quoi vous manger, de quoi vous chauffer. Eh bien, Naïma, dans quelques jours, voilà, ça sera comme beaucoup de milliers de personnes malheureusement qui vont connaître cette situation. Ayez une petite pensée pour ces gens effectivement qui sont dans une situation dramatique et d'aller signer la pétition, ça coûte absolument rien à personne, si ce n'est qu'aider et prendre en charge le problème de Naïma. C'est juste inacceptable ce genre de truc et des fois je me demande si on est vraiment dans le pays des droits de l'homme. Hein. Oui. Ouais, ça on se pose la question tout à l'heure. Démocratie, oui. Ouais, démocratie, bizarre. En tout cas, Naïma, on va pas vous lâcher avec Faiza, on va suivre ce dossier de très près et on va vous aider. Abdeslam va vous aider. On va soumettre votre dossier auprès de Besma Maître Baghrebi qui vraiment elle aussi travaille avec son cœur et aide quand il y a moyen d'aider. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous lâcher, ma chère Naïma. Bon courage en tout cas et merci de votre témoignage parce que c'est vraiment pas évident de parler à la radio et d'exposer ce genre de cas. Je veux dire, c'est pas facile du tout de dire je vais être expulsé. Franchement, c'est très difficile pour moi. Ouais. Et je viens de signer la pétition, ça prend 30 secondes. Voilà, Abdeslam l'a signé, bravo. Merci Abdeslam. Merci Naïma et bon courage et gardez le sourire parce qu'on est là. Merci beaucoup Naïma. C'est hallucinant les gars quand même. Non mais c'est
Voilà la situation que les gens vivent et les gens sont acculés. Et tu te rends compte d'une chose, Christophe, c'est que cette maman travaille. Et lorsque l'on ne vit pas de son travail, c'est déjà qu'on a une société qui marche à l'envers. Voilà, donc je vous laisse imaginer les personnes qui ont consacré leur vie à travailler et qui sont dans les marchés à ramasser les légumes qui sont à même le sol, à couper une tomate en deux pour dégager la partie pourrie et garder l'autre moitié. C'est quand on a une société qui marche comme ça à l'envers et qui ne prend pas soin de ses anciens, c'est une société inconsciente. Hein. C'est clair. Alors allez signer s'il vous plaît la pétition, elle est en ligne sur le site www.francemaghreb2.fr. Allez relire l'article en question qui relate l'affaire de Naïma. Et au-delà de Naïma, ce sont des milliers de personnes qui sont concernées. Vous avez aussi ce devoir, nous avons tous ce devoir aussi d'aider son prochain, c'est important. Voilà, je n'irai certainement pas sur la carte religieuse parce que ça c'est trop facile, mais en tant qu'humain, ayons évidemment ce réflexe humain vis-à-vis de quelqu'un qui a besoin, de personnes qui ont besoin, ils sont très nombreux. Et voilà, je pense que c'est important en tout cas de faire ce geste. 01 40 33 9000, Abdel est avec nous. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Bon, moi j'ai entendu, il y a eu quand même des mots forts qui ont été prononcés, comme le propriétaire voyou. D'accord. Moi je suis d'accord que quand c'est au PHLM, on n'a pas qui a parlé de attends Abdel, qui a parlé de propriétaire voyou? Attends, mais j'ai même pas fini. Ouais, non, mais non, on n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu, on n'a pas écouté la même radio alors. Est-ce que je peux continuer et après vous allez comprendre? Oui, mais tu peux se continuer, mais à partir du moment où tu dis pas des inepties, Abdel, c'est tout. Non, si, j'ai entendu voyou. Ah bon? J'ai entendu des bailleurs qui se conduisent comme des voyous. Alors, je vais continuer, si tu me permets. Il faut savoir aussi, il y a aussi des locataires qui se conduisent comme des voyous. J'ai été victime et ils profitent des personnes âgées et ils profitent de cette loi hivernale pour pas payer des loyers. Comme moi, par exemple, j'ai eu affaire à quelqu'un, j'ai eu un prêt et j'ai failli me retrouver dans la merde. Même avec les courriers que je lui ai envoyés en disant écoutez, j'ai un crédit, j'ai pris votre appartement par crédit, j'ai un loyer je dois payer un crédit envers la banque et je compte sur votre loyer pour payer mon crédit. Ils s'en foutaient, ils répondaient pas à mes courriers. J'avais beau lui dire que j'allais être saisi, que j'avais des enfants, que j'allais être dans la merde, ils s'en foutaient. Tu comprends? Donc à partir de ce moment-là, je lui ai fait comprendre, parce que tu sais, nous, Christian, quand on vient de la cité un peu, j'ai été le voir, j'ai été par la porte, j'ai dit j'irai pas voir un juge, parce que je sais que la loi elle est de mon côté, j'irai pas porter plainte parce que ça va mettre 2 ans. Je vais te sortir moi-même, et quand tu seras pas là, je vais tout casser dans l'appartement parce que je vais pas couler à cause de toi. Il faut savoir une chose, je suis d'accord quand c'est au PHLM, ils ont les moyens de faire des prêts, de laisser les gens à l'intérieur, parce qu'ils ont quand même de l'argent, mais quand c'est un privé qui est honnête, qui prend un prêt, vous avez des gens qui sont locataires, qui se conduisent comme des vrais voyous quand ils ont affaire à une personne âgée. Est-ce que je peux finir? Parce que vous avez tout le temps vous après de non, mais c'est pas un monologue, Abdel. Attends. T'es toujours gilet jaune, qu'il y a entre nous? Christophe, maintenant je vais te dire un aveu. Vas-y, dis-moi ton aveu. Je vais te dire la vérité. En vérité, je m'étais foutu de la gueule merci. De monsieur, merci, Sofiane. Écoute bien. Oui. Il a dit, il s'était foutu de la gueule de Bourdin. Voilà, j'ai attendu que ça passe, l'orage, mais j'avais fait un pari avec un mec en disant, je vais te montrer que Bourdin, il attend qu'un arabe appelle. Et Bourdin attend qu'un arabe appelle pour le mettre en ligne. Il m'a dit vas-y, appelle-toi d'abord. Dis que t'es un vrai vigile. Bon, j'ai fait ça parce que je suis un parieur. T'as dû lire aussi, t'as dû lire sur Marianne à peu près. Absolument, ils ont fait un article, avec ta photo et tout. Ouais. Je me suis foutu de sa gueule parce que je l'aime pas ce mec et puis j'avais fait un pari avec un mec. Je dis regarde, il attend l'arabe qui arrive. Mais j'attendais que ça se calme. Et t'as pas eu de problème, Abdel? Je soutiens les gilets jaunes. Abdel, t'as pas eu de problème avec ses propos? Non, j'ai pas eu de problème avec ses propos. Alors il y a une journaliste qui est venue me voir, il y a une autre journaliste qui a voulu me voir. Je lui ai dit, j'ai pas voulu la recevoir en fait, On va juste recontextualiser, Abdel, si tu permets, parce que les auditeurs sont peut-être un peu perdus. Ouais. Tu étais intervenu sur RMC, pour ne pas la nommer, à 1 heure de grande écoute. Tu étais aux alentours de 7h35, 7h40 le matin, où tu avais dit que toi tu es gilet jaune et que de toute façon il y a que la violence qui permet de se faire entendre et qu'on allait venir à Paris tout casser. Non, il a pas dit on allait venir. J'ai entendu des gens. Ouais, j'ai entendu des gens qu'ils allaient ramener des armes. Voilà. Il a su formuler la chose pour ne pas. Et donc ça avait fait le buzz, hein.
Même si c'est un professionnel, je l'ai plus manipulé qu'il m'a manipulé. Bah, en fait, je l'ai plus manipulé qu'il m'a manipulé parce que ce monsieur. Mais sauf que Abdel, il faut savoir que Abdel, mais après voilà, voilà, ça a tourné en boucle. Ça a fait le buzz, hein. Ça a fait le buzz et on disait que Abdel, gilet jaune, banlieue, qui appelle à ramener ou qui va dire qu'il y a des gens armés qui vont venir. Ça a plutôt malheureusement desservi. Peut-être toi, t'as gagné ton pari, peut-être. Je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas desservi. Pourquoi? Parce que non seulement, tu sais pourquoi ça n'a pas desservi, j'avais 2 messages à lancer. Parce que souvent on m'a dit, du fait que tu t'appelles Abdel, t'as pas ton mot à dire. Et en disant, j'avais écrit tout ce que j'ai marqué, en disant, je suis l'employeur de Monsieur Macron, je faisais un appel à la France entière comme quoi que j'étais français autant qu'eux. Et ça c'était le premier message. Deuxième message, c'est de dire RMC attendait l'arabe. Parce qu'on entendait souvent accuser les banlieues en disant ouais, il y a les banlieues, alors qu'elles n'y étaient pas, les banlieues. Et je me suis dit, RMC attend l'arabe impatiemment, le casseur arabe. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai bien calculé mes mots en disant, j'ai entendu que dans les gilets jaunes, des gens allaient monter avec des armes. Je me suis pas mis moi en avant. On s'en souvient, j'ai même l'enregistrement si tu veux, mais bon. Non, mais on s'en souvient très bien de cette intervention, mais après que ce soit un pari ou pas un pari, quand tu dis ça a pas desservi, ça t'a peut-être pas desservi toi parce que t'as pas de répercussions derrière, mais après au sein du mouvement, franchement, est-ce que ça a servi à quelque chose de faire un canular comme ça? Je suis pas sûre. Franchement, c'est après les gens ils ont sauté dessus et tu vois bien, Marianne, c'est de la presse d'extrême droite, c'est de la presse islamophobe, c'est de la presse raciste. Je m'en fous ce qui saute sur l'occasion de faire son. Non, toi tu t'en fous, mais moi je m'en fous pas. Moi quand j'entends un arabe qui fait des trucs comme ça et après il y a des trucs de partout, ça pète de partout. Et les médias ils font leur buzz dessus en disant Abdel machin parce que tu te serais appelé Nicolas et ben pas passé. Moi ça me fait chier. Que le mot Abdel en fait, c'est ça qui me dérange. Pourquoi tu vois que le mot Abdel? Parce que c'est pour ça que les médias ils ont fait le buzz avec ton témoignage, mon frère. C'est pour ça que t'as fait le buzz avec ton témoignage. T'aurais dit la même chose si tu t'appelles Nicolas, t'aurais même pas existé. Écoute, toi tu vois Abdel. Moi je te parle d'un Français. C'est pour ça, tu vois, c'est ça. Tu fais en fait un peu la même chose que Bourdin en fait. Quand vous, à travers ce cri, vous avez dit ah c'est Abdel, mais si ça aurait été Philippe qui aurait fait ce cri-là, il n'y aurait pas eu autant de buzz, ils n'auraient pas fait la même chose. Parce que Bourdin, il attend un arabe, donc tu t'es mis dans la posture de l'arabe qui menace. Tu t'es mis tout seul dans la posture de l'arabe qui l'arabe. Moi, je suis français. Non, mais Abdel, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Abdel, t'as dit RMC attendait l'arabe. Oui, bien sûr. Lui, il attendait l'arabe. Bah oui. Donc tu lui as tendu la perche. Il attendait l'arabe. Et tu m'as attendu la perche. Je suis l'employeur de M. Macron. Les médias islamophobes de faire leur buzz sur un arabe gilet jaune, le seul qu'ils ont trouvé, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver qui c'est qui voulait menacer de violence, machin, et tu leur as permis de trouver ce truc. Là, je comprends que t'as voulu faire une blague, un pari. Bon, Mohim, ça t'appartient. Mais est-ce que t'as pas, franchement, on n'avait pas besoin de ça. Bon, Abdel, on lâche notre lâche sale en famille, hein, comme on dit. Bon, on va plus parler de gilets jaunes, Abdel. Ça y est, les gilets jaunes, c'est fini. Bon, merci à Abdel, pour ton propos. On a bien compris. Non, mais c'est une situation aussi très importante. Tu as raison d'en parler. Il y a aussi ces propriétaires qui se font, qui ne peuvent pas expulser ou parce qu'il y a des impayés, des locataires qui profitent. Il y en a, bien entendu. On va pas dire le contraire ici. Ça serait mentir. D'accord, mais voilà, il faut aussi se mettre dans la situation d'une femme. Là, on parle d'une femme, Abdel, qui paye son loyer, d'accord, et qui va être expulsée. C'est une femme qui n'a aucun impayé par un bailleur social. Mais c'est au PHLM qui lui loue? Oui, c'est le HLM, oui. C'est Côte d'Azur Habitat. Voilà, Côte d'Azur Habitat, ça se passe sur la Côte d'Azur, tu vois. Tu as aussi des propriétaires qui peuvent se faire expulser de chez eux parce qu'ils ont pris un prêt et ils ont mis en garantie leur appartement propre. Oui, parce que ça aussi, c'est un scandale. On n'oppose pas les deux. Bien sûr que c'est un scandale. Bien sûr qu'il y a des propriétaires qui se retrouvent dans la merde à cause de locataires voyous. Évidemment. On peut pas opposer les deux. Il faut défendre les deux. De la même manière qu'on te défendra toi si demain ton bien il t'est saisi parce que t'as un salopard qui loge dans les lieux et qui te paye pas ton truc et tu te retrouves dans la merde, et ben on t'invitera et on te fera parler. C'est pareil, franchement il n'y a pas d'opposition. Celui qui est dans la galère, il faut dénoncer qu'il est dans la galère. Mais là le cas de Naïma, c'est pas ça. Ouais, le cas de Naïma, c'est tu vas me faire plaisir. Ils veulent récupérer son logement pour le donner à quelqu'un d'autre. Tu vas me faire le plaisir d'aller signer cette pétition, moi Abdel, je compte sur toi, c'est le moins que tu puisses faire. Merci beaucoup Abdel. Salut Abdel. À bientôt. Salut mon gars, à bientôt. Bah voilà, moi je suis content qu'on ait eu cette discussion. Vous voyez? On a eu le fin mot de l'histoire. Tu cherches que des disputes, toi. Non, pas du tout. Non, je cherchais le fin mot de l'histoire. Non, mais en plus, Abdel, on le connaît depuis des années. Mais oui, on le connaît. Je le connais sur une autre radio d'ailleurs.
Non, mais nous, sur la radio, il intervenait souvent avec le printemps arabe. Il avait des positions vraiment qui l'honorent. Il était vraiment clairvoyant sur pas mal de sujets. Et moi, personnellement, ça m'a choqué le jour où je l'ai entendu avec Bourdin. Ça m'a choqué. C'est pour ça que vous l'avez reconnu de suite quand oui, vous de suite. Il intervient souvent. Abdel. Ouais. On a des bonnes oreilles, ma chère Faiza. Tu sais, c'est ce qui nous sauve. Hein. C'est ça qui nous a étonné. Mais après, voilà le truc. Bon, on se refait une petite couche Algérie dans un instant et pour finir, hein, et on va s'intéresser quand même à l'armée. Pourquoi cette armée est autant attaquée et surtout et par qui et faut-il s'inquiéter justement de cette violence qui apparaît si on en croit hier et aujourd'hui dans les rues d'Alger notamment. 01 40 33 9000. Est-ce qu'il faut être constitutionnaliste pour le coup pour sortir de cette crise algérienne? Est-ce qu'il faut suivre impérativement la Constitution? Pour une fois, on va essayer de la respecter. Oui, non, on y va. Stop ou encore, à tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct. Vous savez que je suis rentré avec 2 drapeaux hier? 2 magnifiques drapeaux. Le drapeau français, le drapeau algérien. Les 2 sont magnifiques. Ah oui, absolument. Bah, tu serais sur Nice, t'aurais été verbalisé par Estrosi pour le drapeau algérien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Christian. Ouais, mais je pense que son arrêté, il a aucune valeur, il a aucun fond. Non, mais ils l'ont cassé, il a été cassé. Voilà, donc cassé comme lui. 01 40 33 9000, on a Sofiane qui est en ligne. Il est avec nous, Sofiane, ici Lacdari, mais on a Sofiane qui nous appelle de Saint-Denis. Salut Sofiane. Salut, bonjour. Je voulais intervenir pour l'Algérie. Oui. Je voulais donner un point de vue. Moi, je trouve que la solution, elle est plutôt régionale au lieu qu'elle soit internationale. Alors, la solution peut se trouver dans le voisinage, dans les pays voisins et tout ce qu'on peut faire ensemble pour aller vers une Nord-Afrique développée et puis. C'est pas un peu utopique de dire ça, Sofiane? Est-ce que c'est pas un peu utopique, franchement? Comment? Est-ce que c'est pas un peu utopique en prenant en compte les situations des pays de manière spécifique? Le Maroc, la Tunisie qui est au fond du trou, le Maroc qui fait face d'ailleurs à Faiza, peut-être même contredire ou pas, au retour des djihadistes, donc un gros problème à gérer. En même temps, ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, t'as un problème avec le Maroc. Non, pas du tout, non. Ne dis pas ça. Je reviens, je soutiens Faiza sur. Ne dis pas ça, Faiza, parce qu'après on va me dire que je suis de pas parler assez souvent là-dessus, parce que il y a une solution qui est tout le monde en parle. Mais personne veut en parler. Puisqu'il y a un gros problème entre l'Algérie et le Maroc et tout le monde sait ce que c'est. On parle souvent. On en parle tout le temps même. Voilà, c'est ce problème de polysarie. Le problème, Sofiane, c'est que, après, je sais pas de quelle origine tu es, quand on aborde un problème sur l'Algérie, les auditeurs, ils viennent après en message, ils nous insultent. Quand on aborde un sujet sur le Maroc, les auditeurs, ils viennent, ils nous insultent. Et ils pensent qu'à chaque fois, on prend parti pour tel ou tel truc. Et c'est hyper compliqué d'aborder ces sujets de manière le plus pragmatique possible et sans heurter. Alors, il faut, tu vois, on peut aborder ces sujets, ils sont régulièrement abordés, mais il faut aussi savoir que après derrière, il y a toujours des insatisfaits. Il y a beaucoup de passion. On en parle, on en parle, les gens ils sont pas contents, on en parle pas, ils sont pas contents. Quand on critique le Maroc, on est algérien, quand on critique l'Algérie, on est marocain. Enfin voilà. Ouais, mais c'est un problème de comment dire, d'institution. C'est un problème de gouverneur. C'est un truc qui a été créé juste après l'indépendance pour pas qu'on puisse. Ah, mais les frontières ont été dessinées par les colons, de toute façon. Voilà, et puis ils nous laissent un héritage lourd, comme ça, pour se disputer entre nous. Ouais. Voilà, et alors que ça serait pas bien d'être intelligent, un petit peu intelligent, et puis de d'effacer ces trucs-là qui entre les pays, et puis voir de l'avant. Ils s'entendent moins pour le coup. Sofiane, quand tu vois les supporters du Raja de Casablanca apporter leur soutien à l'Algérie, c'est un grand, c'est très beau. Ouais, les peuples, il n'y a aucun souci. C'est la vision du peuple. Mais en vérité, on est dirigé en Algérie. Les gens sont en train de chasser des gens qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Maintenant, au Maroc, je sais pas, peut-être le roi ou la monarchie marocaine travaille pour le peuple, et tant mieux pour eux. Mais pour le moment, l'Algérie est en train de nettoyer son pays. Voilà, mais l'Algérie est en train de nettoyer son pays. Ouais. Elle est en train d'instaurer ou tenter d'instaurer une démocratie où le peuple. Je peux vous dire quelque chose. Dites-moi. Est-ce que vous avez entendu une seule fois quelqu'un de
de bien assermonter, de parler de ce problème qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, et bien parler du problème essentiel, ce qui est le problème du désert. Je vais te dire un truc, Sofiane, peut-être je vais t'étonner. Est-ce que tu sais que le Maroc n'a jamais ratifié la frontière algérienne, frontière algéro-marocaine? Il ne reconnaît pas la frontière algérienne. Est-ce que tu sais ça? C'est un truc qui est colonial. L'Algérie, elle a ratifié les frontières en 73. Le Maroc ne l'a jamais ratifié. D'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors mais maintenant, après, pour ouvrir, il y a eu une partie de l'histoire en 92. Et juste une partie, elle a été ratifiée par le Maroc en 92, l'ouverture des frontières au niveau de Tlemcen. Ils ont ratifié une partie, c'est-à-dire à peu près, disons, 200-300 kilomètres au niveau de la frontière de Tlemcen jusqu'à un peu avant d'arriver 200-250 kilomètres. Ils l'ont ratifié, les frontières ont été ouvertes de 92 à 94. Je suis d'accord avec vous, mais on peut pas ratifier, je sais pas, il y a combien de kilomètres de frontières qui non, ils reconnaissent pas. Le Maroc ne reconnaît pas les frontières algériennes qui ont été tracées par le sang de ses martyrs. Maintenant, il y a des partis comme parti Istiqlal, il veut reconquérir Tindouf. Bah justement, il y a eu un appel du roi du Maroc qui demande aux Algériens de venir avec leurs propres conditions. Alors il impose rien. Il leur demande de venir s'asseoir et de parler avec tous les éléments, ratifier les frontières, après on discute. Poser sur la table, et puis regarder. On va pas refaire le débat ici, Sofiane, mais en tout cas merci d'avoir. Mais l'union du Maghreb, elle est inéluctable. On peut pas s'en passer de son voisin marocain. Et le Maroc ne peut pas s'en passer via le peuple. En tout cas, elle existe et elle n'a jamais été absente. En tout cas, l'union du Maghreb à travers le peuple. Il y a qu'à voir le nombre de mariages qu'il y a entre Marocains, Algériens, entre Tunisiens, Marocains, entre. Non, mais on parle de travailler ensemble, de conquérir, voilà, d'échanger, de faire du commerce. On a presque 100 millions d'habitants dans cette région et les gens sont obligés de faire je sais pas combien de kilomètres pour aller au Maroc et pour vice versa. Alors essayons de terminer cette émission en ayant un peu d'optimisme quand même quelque part. Est-ce qu'on peut et on doit suivre la Constitution justement pour venir à bout de cette révolution algérienne? On est avec Manji de Marseille. Salut Manji. Salut Christophe, bonjour à tout le monde. Évidemment, la Constitution me pose problème parce que c'est une Constitution qui a été faite sur mesure, tripotée à main levée maintes fois par le régime en place. Gaïd Salah, il est issu de ce régime-là, et moi, vous savez mes positions, moi j'ai un gros problème avec l'armée parce que l'armée algérienne a été tous les mauvais coups pour l'Algérie. Avant de parler de ça, je voulais quand même afficher toute ma solidarité avec les prisonniers du RIF et en fait du Maroc parce que lorsque des filles déclarent hier qu'on l'a bûché son pantalon et qu'on l'a introduit, on l'a violé avec un bâton, ce qu'ils ont fait l'armée algérienne en Algérie en faisant asseoir des hommes sur des bouteilles, et ça c'est vraiment le propre même des régimes autoritaires. Parce que de l'autre côté, il y avait des gens très tolérants, par exemple, les gens du FIS et du GIA, c'était des gens très tolérants qui se permettaient d'égorger. Non, mais vous attaquez l'armée nationale populaire, monsieur. Je peux pas vous permettre d'attaquer l'armée nationale populaire algérienne. Il y a eu des dérives tout à fait normales. Est-ce qu'il n'y a pas eu une introduction hier? Ça m'arrive ni de l'un ni de l'autre, j'espère. Mais moi, j'ai vu. Mais j'ai vu des têtes coupées. J'ai vu. Non, je le cautionne pas. Alors, est-ce que vous cautionnez qu'on fait asseoir des gens sur des bouteilles dans la sûreté militaire? Absolument pas. Je ne le cautionne pas. Alors, pourquoi le régime en place ne fait pas des enquêtes sur les massacres qu'il y a eu? Il y aura un éclairage après, ne vous inquiétez pas. Arrêtez, vous ne faisiez pas ridicule. Non, on parlait du fils. Je suis pas du fils. Le fils, il a gagné les élections. Vous avez, écoutez, excusez-moi, je vais vous dire clairement. Quand moi j'ai mérité, vous étiez dans vos couches. Vous comprenez même pas ce qui s'est passé. Ouais. J'ai quitté mon pays. Vous avez compris. Le régime, il a arrêté un procès électoral sur l'ordre de Paris. Maintenant, vous arrêtez. Bon, c'est très calme, Et c'est comme si on avait un méchant, l'armée nationale méchante, et on a des petits gentils, du GIA qui voulaient vraiment, M. Akin, jouer un peu avec le peuple. Non, mais là, je ne prévaut pas de la connaissance.
de la géopolitique. D'abord, on peut avoir n'importe quel âge, mais il se permet de parler de la torture. Je pense que ici, personne ne fait l'apologie de la torture, et de la même manière, on condamne aussi la torture qui a existé en Algérie sous l'occupation française. Donc, vous trouverez personne ici, en tout cas autour de cette table, qui cautionne. Venir cracher sur l'armée nationale populaire algérienne, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui a permis la stabilité de l'Algérie. Mais on voit, c'est des gens, voilà l'idéologie de Monsieur Mounji, et voilà, il dit qu'il n'est pas du fils, mais il a dit clairement qu'il faisait partie du mouvement Rachid. Aujourd'hui, l'Arbi Zetot, dans sa vidéo, il appelle clairement à s'attaquer à l'armée. Il donne un nom d'un patron des services secrets qui n'a même pas été nommé à le général Qadri. Vous voyez, voilà, on voit aujourd'hui des gens. Question simple pour finir, Sofiane, parce qu'on est pris par le temps. Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est la meilleure issue pour la continuité de cette transition que de suivre la Constitution et ce fameux article 102? On voit que Gaët Salah, on voit que l'armée y tient en tout cas. Alors peut-être pour gagner du temps, je ne sais pas, mais en tout cas elle y tient. Oui, non? Maintenant, la solution n'est pas que constitutionnelle. Constitutionnelle, à mon avis, a une peut-être solution aussi politique. Mais après, maintenant, cette alliance entre le peuple et l'armée, on voit bien aujourd'hui des gens comment ils essayent de s'attaquer à cette alliance parce qu'elle dérange tellement l'armée et le peuple dans un même destinée, et ça dérange énormément de gens. Et on va vivre ces prochains jours ces attaques frontales contre l'armée avec tout la charabia qu'on connaît. Abdeslam, oui, non, la Constitution est importante. Oui, pour la Constitution. Moi, j'entendais dire que la Constitution posait problème. La Constitution, elle peut justement être modifiée, mais elle est quand même la garante du bon fonctionnement de l'État. Lorsque l'on a un président qui justement ne fait pas les choses convenablement, il n'y a que la Constitution. D'abord pour le destituer et pour limiter les choses. Alors j'entends tout de suite les gens qui vont dire oui, mais elle a été violée maintes et maintes fois. Oui, c'est vrai, mais ça ne lui donne pas le droit d'exister et d'être là justement pour assurer. Je vais prendre par exemple l'article 1, l'Algérie est une et indivisible. Qui parmi nous va contester ce propos-là? Donc vous voyez bien que la liberté syndicale, la liberté politique d'opinion, elle existe dans la Constitution, et c'est elle qui est garante de ces droits-là. Donc je veux bien que tout ne soit pas parfait dans la Constitution, mais je pense qu'elle est incontournable. Le dernier mot à Madame Faiza. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Abdeslam. Là, on a un président qui a été nommé par intérim pour une durée de 90 jours. Je pense qu'il faut laisser le processus se faire. La Constitution le prévoit. Il faut que le gouvernement actuel puisse organiser des élections qui se déroulent de la manière la plus sereine possible, de la manière la plus démocratique, permettre l'émergence d'une opposition qui soit solide et constructive, et voir ce qui se passera derrière. Parce que là, si maintenant tout ce que prévoit la Constitution, les uns et les autres vont le contester et veulent tout renverser sans savoir quoi mettre derrière, ok, mais après vous allez mettre quoi à la place? 90 jours, vous pensez que c'est possible, Sofiane, les élections en Algérie? Non, maintenant le peuple, non, je pense pas. Mais maintenant le peuple, il demande le départ de Ben Salah, mais il faut qu'il nomme une personnalité ou deux ou trois personnalités qui commencent à scander leur nom pour qu'il soit le nouveau ou le prochain président. Voilà, ils ont à proposer des choses et qu'on arrête un peu avec l'Itna Haouga de proposer. Merci, merci, on est 18h04. Bon, on y aille, faut qu'on rende l'antenne. Là, dernièrement, le général Gaët Salah demande à ouverture de l'affaire Sonatrach, l'affaire Khalifa et l'affaire Bouchi, c'est-à-dire les 700 kilos de cocaïne. Il vient de demander à la justice d'ouvrir ces dossiers. Là, c'est un gros dossier. C'est pour ça que ça dérange tellement aujourd'hui. L'armée, elle dérange. Oui, bon. Merci à tous. Merci Faiza. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci mon Sofiane. Merci mon Abdeslam. Merci à tous les trois. Bonne fin de journée. Demain, Yasser Louati, Razik Metish. Il y a 6 cartons au total, de lourds cartons qui contiennent le dossier volumineux déposé aujourd'hui au Vatican pour la demande de béatification du père Hamel. Ce prêtre de 85 ans avait été assassiné par 2 djihadistes le 26 juillet 2016 dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie où il venait de célébrer la messe. 1500 dossiers sont en cours d'examen par le Vatican, mais le cardinal en charge des béatifications a assuré que celui concernant le père Hamel était prioritaire, conformément aux souhaits du pape François.
Theresa May souhaite que le Royaume-Uni puisse quitter l'Union européenne, je cite, le plus tôt possible, d'une façon ordonnée et sans heurts. La chef du gouvernement britannique s'exprimait à son arrivée au sommet européen extraordinaire des 27, qui doit décider d'un nouveau report pour le Brexit. La sortie est prévue ce vendredi, mais Theresa May a demandé de décaler au 30 juin. Le Dalai Lama va beaucoup mieux et devrait quitter l'hôpital dans quelques jours, fait savoir son porte-parole. Le chef spirituel tibétain a été admis hier à New Delhi pour des douleurs thoraciques. En Iran, 60 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer dans le sud-ouest alors que des pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis 3 semaines et ont déjà fait 70 morts. Des intempéries également à Rio, au Brésil, où là, 10 personnes sont mortes depuis lundi. Les pluies ont transformé les rues en torrents et provoqué des glissements de terrain. Et puis problème cocasse, mais en fait très sérieux dans une favela où des caïmans qu'un habitant avait en captivité ont pu s'échapper car l'un des murs qui les retenait s'est effondré. Une image qui entre dans l'histoire scientifique, la première photo d'un trou noir révélée cet après-midi par une équipe d'astronomes qui ont travaillé très dur depuis des années pour la capturer. Ce trou noir se situe à 50 millions d'années-lumière de la Terre. Enfin, un nouvel Astérix à l'automne, il va s'appeler La fille de Vercingétorix, mais on n'en sait pas beaucoup plus, car la maison d'édition veut garder le suspense jusqu'à la sortie, le 24 octobre. Seuls indices, une ado au caractère bien trempé, dont le nom est évidemment un jeu de mots, mais il va donc pour le reste falloir patienter. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.